Bonjour la Corée, bonjour l'équipe d'Europe 1, Corinne Boulou, Cyril de la Morinerie. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Quelle heure est-il chez vous ? Oh, il est 16h de l'après-midi, l'heure du goûter coréen. Début de cérémonie d'ouverture dans un peu moins de 4 heures avec une délégation française pleine d'espoir. Corinne Boulou, présentez-nous d'abord les athlètes sur lesquels la France devrait pouvoir compter. Ah, bien entendu, il y a Martin Fourcade, l'assurance tout risque, double champion olympique. Le biathlète porte-drapeau de la délégation tricolore peut devenir le Français le plus titré au jeu. Et dès demain, le biathlon féminin pourrait apporter la première médaille en Corée. En ski alpin, Tessa Worley, championne du monde en titre, privée des Jeux de Sochi sur blessure, est ici pour obtenir la seule médaille qui manque à son palmarès géant. Alexis Pinturo, médaillé olympique, vise un nouveau podium. Il faudra suivre aussi les deux prodiges du patinage artistique français, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Premier jeu est déjà en piste pour l'or. Le snowboard et le ski cross vont apporter leur lot de médailles. Et je mets une petite pièce, Patrick, sur Tess Le 2, la benjamine de cette délégation, déjà championne du monde de ski acrobatique à 16 ans. Et puis, il y aura toujours des surprises, des bonnes comme des moins bonnes. Et pour doper le spectacle, Cyril de la Morinerie, 4 nouvelles disciplines font leur apparition. Oui, et on va en avoir plein les yeux, Patrick, avec le Big Air notamment. Nouvelle épreuve de snowboard. Les concurrents, les riders vont s'élancer d'une longue rampe de 50 mètres de long pour prendre beaucoup de vitesse afin de réaliser des figures dans le ciel, défiant les lois de la pesanteur. En patinage de vitesse, la Mastart, c'est un départ groupé. Une meute de 28 patineurs enchaîne les tours sur un ovale de glace. On nous promet des chocs, des rebondissements dans une ambiance survoltée. Le titre mondial est la propriété d'une Sud-Coréenne. Il y a aussi pour la première fois une épreuve de curling mixte. Enfin et surtout, cette discipline en ski alpin où les Français sont champions du monde, c'est le slalom parallèle par équipe. 2 skieurs s'élancent en même temps sur un tracé. Chaque équipe est constituée de 4 skieurs. L'équipe qui marque le plus de points se qualifie pour les tours suivants jusqu'à la finale. Quelle ambiance, dites-nous Corinne Boulou, à 4 heures de la cérémonie d'ouverture. Ce qui a beaucoup alimenté les conversations d'avant JO, c'est le grand froid, la Corée du Nord, on en a parlé, la Russie, les athlètes russes, et puis un paysage inattendu autour de vous. Oui, c'est vrai que ce ne sera pas la quinzaine du blanc ici, sauf sur les sites olympiques, bien sûr, que les Coréens ont bien préparé avec de la neige de culture. Pour le reste, pas de neige, mais un froid saisissant, ravivé par un vent qui perturbe l'entraînement de descente en ce moment et qui rappelle du coup qu'en début de cette destination plutôt exotique, eh bien, il s'agit bien qu'en dépit de cette destination plutôt exotique, il s'agit bien de jeux d'hiver. Sur le site côtier qui accueille les épreuves dans les patinoires, eh bien, nous aurions tendance à l'oublier puisque nous sommes carrément en bord de mer. C'est là d'ailleurs que loge la délégation nord-coréenne et ses 22 athlètes qui défileront tout à l'heure avec les voisins du Sud. Une vraie curiosité, tout comme d'ailleurs les 168 athlètes olympiques de Russie autorisés à participer sous bannière neutre, Patrick. Après l'exclusion de la Russie, effectivement. Corinne Boulou et Cyril de la Morinerie, envoyés spéciaux d'Europe 1 à Pyeongchang en Corée. Merci, on vous retrouve à partir de midi pour la cérémonie d'ouverture et chaque matin chez nous, tout au long de cette quinzaine avec ce décalage horaire qui nous est très favorable. Bon jeu à vous deux. Europe 1, 8h05 à Paris. Des renforts de 15 à 30 policiers d'ici la fin de l'année dans une trentaine de quartiers difficiles, la plupart en zone police. Trappes, Aulnay-sous-Bois, le Mirail à Toulouse, le Neuf à Strasbourg, l'Île-Fives ou les quartiers nord de Marseille. Avec un nouvel état d'esprit, promet le ministre Gérard Collomb, plus proche de la population. C'est donc la police de sécurité du quotidien. Les syndicats de police qui en ont vu d'autres attendent encore les actes. Le numéro 2 d'Alliance, Frédéric Lagache, ne voit pas grand-chose de neuf dans les annonces du gouvernement. Adapter la sécurité en fonction des départements, en fonction des quartiers. Mais ça, c'est pas nouveau. On appelle ça les ZSP. Les zones de sécurité prioritaires. C'est exactement la doctrine que avait validée à l'époque le ministre de l'Intérieur qui était Manuel Valls. Donc aujourd'hui, c'est du réchauffé. Tout simplement, c'est un papier-collé de nos ZSP de l'époque. Propos recueillis par Pierre de Cossette. Plus méfiant encore, ces jeunes de Strasbourg pour qui il y a déjà trop de policiers et trop agressifs. Vraiment, quand ils passent des fois avec la patrouille, petit con, enlève-toi de la route, trou du cul. Mais vraiment, c'est des mots qu'ils emploient. Mais l'idée d'en rajouter. Ça va provoquer des émeutes, ça va faire des problèmes, tout ça, tout. Je suis pas d'accord avec cette réforme-là qu'ils veulent faire le gouvernement. Alors ils disent qu'ils veulent améliorer les relations avec les habitants. S'ils veulent ramener le ministre du renfort, faut qu'il enlève cela, il faut qu'il mette des nouveaux à leur place. Qui te respectent, il te contrôle, il te dit bonjour. Faudrait ramener des policiers plus calmes qui prennent du temps à parler avec les gens sans les insulter, juste en coopérant normalement et en faisant leur boulot proprement. Ça, c'est bon.
Témoignage recueilli par Arthur Mbaché au Neuf à Strasbourg. Nicolas Hulot face aux rumeurs. Le parquet de Saint-Malo confirme qu'une plainte pour viol a bien été déposée contre lui en 2008, mais qu'elle a été classée sans suite, les faits datant de 1997 étant prescrits. La politique, c'est aussi une décision de la Cour d'appel de Versailles attendue dans moins d'une heure qui dira si Jean-Marie Le Pen peut encore se prétendre adhérent ou président d'honneur du parti qu'il a fondé, le Front National. S'il gagne, Maxence Lambrec, on entendra encore parler de lui au congrès du FN le mois prochain. Jamais il ne s'avouera vaincu. À 89 ans, Jean-Marie Le Pen veut encore monter sur le ring et cogner contre sa fille. Et voici dans un mois la tribune idéale, le 16e congrès du Front National convoqué à Lille. Quelle que soit la décision des juges, tout à l'heure, il ira dans la capitale des Flandres le 10 mars au matin. Soit avec la casquette de président d'honneur, si la justice lui donne raison. Et ce sera alors le grand spectacle, la provocation de plus. Jean-Marie Le Pen et ses gardes du corps bloqués devant les grilles cadenassées du Palais des Congrès, le jour où Marine Le Pen y vante la refondation du FN et son ouverture. Cette séquence serait désastreuse, reconnaît un cadre du parti, mais il aurait tort de s'en priver. Si en revanche il perd ce procès, alors il viendra avec sa casquette d'écrivain pour une séance de dédicace dans une librairie lilloise. 10 jours plus tôt, le premier tome de ses mémoires aura été publié. Guerre d'Algérie, d'Indochine, union de l'extrême droite. Des pages de l'histoire que Marine Le Pen aimerait définitivement tourner. Mais son père l'en empêche une fois de plus. Maxence Lambrec, à l'étranger, rien de neuf, sinon que Damas bombarde et tue. Bachar al-Assad continue de pilonner le fief rebelle de la Ghouta orientale. 400 000 habitants assiégés depuis près de 4 ans. Écoles, marchés, mosquées, hôpitaux, ambulances, rien n'est épargné par les raids du régime de Damas. Ziad Alissa, médecin franco-syrien et président de l'Union des organisations de secours et soins médicaux France. C'est une situation de catastrophe humanitaire jamais vue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et en plus de ça, on bombarde ces zones-là. Dans une guerre, on ne bombarde pas les hôpitaux, on ne bombarde pas les ambulances. Il n'y a pas de respect pour tous les lois internationales. Lorsque dans une ville, on attaque un hôpital, on attaque un marché, on attaque une école, ça veut dire qu'on veut vraiment arrêter la vie dans ces zones-là. Et arrêter la vie pour pousser les gens à partir. Propos recueillis par Claudia Bertram. Et aux Nations Unies, la Russie, soutien du régime syrien, a empêché à nouveau un accord pour une trêve humanitaire. De nouvelles chutes de neige attendues sur une grande moitié nord et notamment dans l'Orne où elle tient au sol, mais aussi en Seine-Maritime et dans l'Eure. En région parisienne, ça ne va pas tarder. Circulation des poids lourds à nouveau interdite depuis 5 heures ce matin jusqu'à demain midi. Les transporteurs routiers dénoncent une décision qui provoque 60 millions d'euros de pertes par jour. On va en reparler dans un instant avec le préfet de police de Paris. À l'inverse, certains ont bien profité de l'épisode. On parle des compagnies de VTC qui ont doublé, voire triplé leurs tarifs au plus fort de l'épisode neigeux, ce qui s'appelle rouler sur l'or. Daniel Fortin, les clients d'Uber notamment avaient des raisons de se plaindre. Alors, si on regarde les tarifs pratiqués, oui, on peut comprendre leur colère. Nos confrères du Parisien ont relevé des prix de course allant jusqu'à 90 € pour faire 6 km dans la capitale. C'était mardi soir, au plus fort de la neige. C'est au moins 9 fois le tarif habituel. Mais les compagnies de VTC sont sereines. Elles assument totalement cette hausse des prix en expliquant quel est le fondement même de leur modèle économique. Donc, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Mais, Daniel, ces explications sont-elles recevables ? Eh bien oui, même si c'est difficile à entendre, Uber, comme ses concurrents, applique dans toute sa pureté la loi de l'offre et la demande. Quand il y a beaucoup de voitures disponibles, les prix sont bas. Quand elles sont prises d'assaut, comme mardi soir, les tarifs s'envolent sous l'effet de la rareté. Tous les transporteurs sont équipés de logiciels qui calculent en temps réel les tarifs en fonction de l'affluence. Et puis s'ajoute à cela une vraie pénurie de chauffeurs depuis que le gouvernement a durci les conditions d'exercice de cette profession. C'était le 1er janvier dernier. Donc les prix comme le temps d'attente risquent de toute façon de grimper, même sans neige. Daniel Fortin des Échos, merci. Alors pour ne pas avoir à subir les trains en retard, les bus à l'arrêt, les routes embouteillées ou les taxis hors de prix, la bonne solution pourrait être de travailler depuis sa maison. C'est le télétravail, le mode de vie de 600 fonctionnaires de la région Île-de-France, comme Martine Viton, qui habite et travaille en Seine-et-Marne, où François Geffrier lui a rendu visite. Elle est chef de service au Conseil régional d'Île-de-France et son bureau ce matin, c'est son salon. Il y a la table basse, les fenêtres sur le jardin enneigé, la télé est éteinte
contrainte, pas de musique. La seule distraction éventuelle, c'est Elliot, le chien, qui se balade sous la table. En général, je m'installe ici parce que j'ai l'imprimante pas loin. Et puis bon, là, j'ai de la luminosité, j'ai de la place pour m'étaler, donc voilà. D'habitude, Martine passe 3 heures par jour dans les transports, alors que chez elle, elle a tout. Ordinateur portable, casque avec micro, tous les logiciels. Donc si quelqu'un de mon équipe crée un document, je vais pouvoir aller le retrouver là. Et les collègues de l'autre côté de la webcam. Oui, allô ? Oui, Vanessa. Tu peux me dire où tu en es sur la délégation Abidjan, s'il te plaît ? Alors peut-on développer le télétravail dans la fonction publique ? Les syndicats y sont favorables, avec quelques garde-fous quand même pour Christian Grolier de Force Ouvrière. Faisons attention que le fait de travailler à domicile ne devienne pas aussi un effet inverse à ce qui est choisi et qu'on soit dans une amplitude horaire beaucoup plus importante. Donc on veut aussi un droit à la déconnexion. 80% des fonctionnaires de la région Île-de-France pourraient faire du télétravail 2 jours par semaine. La limite légale, c'est 3 pour garder un pied au bureau et voir physiquement les collègues. Reportage de François Geffrier pour Europe 1. Il est 8h13. Au cinéma, un petit aperçu d'une adaptation très attendue, celle de Gaston Lagaffe. Gaston est arrivé ? Ah non, jamais avant midi. Monsieur de Messmaker, quel plaisir de vous revoir. On se reverra. Voilà, extrait du film de Pierre-François Martin Laval, sorti prévu début avril, avec, on l'a entendu très brièvement, l'ami Jérôme Commandeur dans le rôle de l'homme au contrat jamais signé de Messmaker. Film tourné en partie à Martigues, près de Marseille. C'est là qu'Olivier Marchetti a transformé les 26 000 mètres carrés d'entrepôt de sa société en plateau de cinéma. Le lieu attire même les Américains. Incroyable succès et aubaine pour le territoire. Nathalie Chevance. Dans ces 26 000 mètres carrés d'entrepôt, il n'y a plus ni palettes ni camions de marchandises, mais des décors de cinéma, des salles de maquillage et des studios de montage. Incroyable reconversion d'Olivier Marchetti, l'ancien transporteur, devenu patron de Provence Studio en optimisant ses anciens locaux. Résultat, il a vu passer ici la famille Tuche, Gaston Lagaffe, une nouvelle destination pour le 7e art. Il y avait beaucoup de films qui se tournaient ici dans le sud et ensuite qui repartaient sur Paris. Là maintenant, on peut faire tout de A à Z ici. Si vous créez un studio au milieu de nulle part, ça ne marche pas. Il faut vraiment qu'il y ait tout un écosystème. Il faut qu'il y ait des décors naturels, des intermittents, des industries techniques. Et on a la chance d'avoir beaucoup de place. On a 22 hectares. On a investi plusieurs centaines de milliers d'euros. Avec à la clé de nouveaux emplois, une école de cinéma et de cascade. Mais la grande fierté d'Olivier Marchetti, c'est son fond vert pour les effets spéciaux, le plus grand d'Europe, 50 mètres de long, 9 mètres de haut. Mais là, on a tourné Taxi 5, on a tourné Overdrive. Les Américains viennent surtout ici parce qu'aujourd'hui, avec le crédit d'impôt international, on devient compétitif par rapport à chez eux. Et c'est bien sûr une aubaine économique pour le territoire lorsqu'une équipe de 150 personnes reste sur un tournage pendant plusieurs semaines. Martigues, Nathalie Chevance, Europe 1. Voilà pour ce reportage. Dans un instant, les nouveaux policiers du quotidien et la neige sur les routes. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux ? Le préfet de police de Paris, Michel Delpech, sera notre invité. Europe 1.